cœur d'argument, ce sont les témoignages de celles et ceux qui ont appris à affirmer et à exprimer leurs convictions et leurs valeurs, sans pour autant répondre ou se rebeller. Des personnes pour qui ce n'était pourtant pas inné. Parce qu'apprendre à dire non est un long chemin, j'interroge les personnes qui ont relevé le défi de se faire passer avant. Ils nous confient cette longue quête à devenir soi, à se tolérer autant qu'à tolérer son prochain, à se remettre autant en question que la personne qu'on aura beau jeu de juger. Il y a quelques années, j'ai lu cette citation de Benoît de Groux. On est si rarement soi-même finalement, et avec si peu de gens. C'est dur à conquérir la liberté d'être soi. J'ai mis une vie à en prendre de la graine. C'est cette liberté d'être soi-même que je vais interroger et qui sera le fil conducteur de mes entretiens, pour arrêter de taire ou d'excuser qui nous sommes, pour ne plus nous suradapter à des situations qui ne nous conviennent pas. J'aimerais donc en prendre de la graine, moi aussi, avec mes invités, et faire germer en chacun d'entre nous la capacité à s'exprimer de la meilleure façon qu'il soit. Cet épisode 4 d'À cœur d'argument est spécial, car il accueille sa première championne de sport. Sophie Fraioli est une athlète para-tennis. Cette femme de 54 ans est crépinoise, elle vient de Compiègne, dans le département de l'Oise. J'ai pu faire sa connaissance lors d'un partenariat sportif entre elle et l'entreprise qui la parrainait et où je travaillais. Nous avons depuis gardé contact et d'un échange est née cette envie de la voir à mon micro. Pour en savoir plus sur la sportive, mais aussi sur la femme, la sœur, la tante et la battante qu'elle est au quotidien. La maladie a été son premier challenge. Atteinte d'une myopathie, Sophie Fraioli a beaucoup travaillé pour devenir une sportive déterminée, qui participe à des tournois de tennis para-athlète depuis plusieurs années et qui à chaque fois relève de nouveaux challenges, dont un dont elle va ici nous parler. Pour cet épisode, qui fait également l'objet d'un reportage, nous sommes au Terme Marin à Saint-Malo, avec vue mer. Vous pourrez d'ailleurs entendre des bruits ambiants, c'est normal. Je suis accompagnée d'Adrien Carré, vidéaste de talent, et très fière d'être accompagnée par Adrien, et pour cette première collaboration qui se place ici au service d'une belle cause, celle de mettre en avant une femme, vous l'aurez compris, obstinée, qui à travers son parcours sert aussi de modèle pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Adrien et merci Sophie de vous être d'ailleurs déplacée de l'Oise pour cette interview. Merci à toi. Alors, cette interview va être composée de 3 parties. La première partie, nous allons parler de vous pour mieux vous connaître. La deuxième va être consacrée à votre vie de championne, de sportive. Et enfin, la troisième, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, dont on va beaucoup parler, un trek au Népal. Alors pour commencer, j'aimerais faire un voyage dans le temps et j'aimerais un peu connaître l'enfant que vous étiez. Sophie, qu'en diriez-vous en quelques mots ? Alors moi je dirais que lorsque j'étais enfant, j'étais déjà, on va dire, très rêveuse. J'avais déjà mon monde à moi. Voilà, je me sentais pas en marge, mais quand même un petit peu... Voilà, un petit peu dans mon monde en fait. Voilà, je me racontais beaucoup d'histoires. J'ai écrit assez tôt, relativement tôt au niveau à l'adolescence. Voilà, j'avais un monde imaginaire très productif, on va dire. Vous étiez très sensible ? Oui, j'étais une enfant sensible, je pense, oui aussi. Qu'aimiez-vous à l'époque le plus ? Quelle envie aviez-vous et quel était votre refuge, si justement vous parlez d'une certaine sensibilité ? Oui, moi j'aimais beaucoup déjà chanter. Voilà, chant. Ouais, je chantais déjà beaucoup. J'aurais voulu en faire même mon métier. Et puis, et j'étais très attirée aussi par m'occuper des autres, déjà très tôt, à l'âge de 8 ans. Je voulais déjà faire mon métier auprès des enfants. Je voulais m'occuper des enfants. Empathique. Oui. Et où viviez-vous d'ailleurs, pour savoir en fait où vous avez grandi et les lieux que vous gardez en mémoire de votre enfance ? Alors, je suis née moi sur Paris. J'ai vécu jusqu'à mes 6 ans dans l'Essonne. Et puis après, la plus longue partie de mon enfance, je l'ai passée à Poitiers, de mes 6 ans à mes 20 ans. Donc j'ai plus de souvenirs justement de ma période sur Poitiers. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance sur Paris. J'ai gardé peu de souvenirs. Par contre, je me souviens de mon premier jour d'école à Poitiers, alors que j'avais 6 ans. Et donc voilà, donc ça a été une vie relativement à la campagne, parce qu'on a quitté justement le brouhaha de Paris pour se mettre au calme. Donc on a fait construire vraiment en campagne et à 20 km de Poitiers. Et aujourd'hui, nous sommes au Terme Marin. C'est vous qui avez décidé du lieu quand je vous ai demandé une interview. Donc, c'était Saint-Malo le premier choix, puis les Termes. Et en effet, nous y sommes bien. Est-ce qu'on peut rapidement d'ailleurs dire pourquoi les Termes Marins ? Pourquoi Saint-Malo ? Saint-Malo parce que j'ai ma famille maintenant qui est en Bretagne, notamment mon frère qui est à Saint-Malo.
C'est une région voilà que je découvre de plus en plus depuis que toute la famille est ici. Et c'est vrai que les Thermes, j'aime beaucoup cette vue sur la mer. Je trouve que c'est un endroit relativement calme où je me sens apaisée. J'aime beaucoup venir y lire, j'aime beaucoup venir y écouter de la musique. Voilà, c'est vraiment un endroit qui m'est cher. Qui vous apaise. Oui. Alors, le sport fait partie intégrante de votre vie et ça va faire l'objet d'une grande partie de cette interview. Est-ce que enfant déjà, vous aimiez le sport ? En fait, je fais partie d'une famille où on est vraiment sportif. Mon père était un grand footballeur. Il a failli être professionnel même sur Paris. Sauf qu'après, finalement, il est parti plus dans une vie de famille qu'une vie de sportif professionnel. C'est son choix. Mais il a été professionnel très longtemps, footballeur, limite professionnel, gardien de but, puis après entraîneur pour les jeunes. Et c'était aussi un grand judoka. D'accord. Mon père, donc c'était un grand sportif. Ma mère beaucoup moins, mais moi je pense que j'ai hérité de la fibre un peu de mon père, voilà. Et quel est le premier sport par exemple que vous avez pratiqué ? Moi j'ai pratiqué le tennis quand j'avais 8 ans, j'ai commencé le tennis. Après j'ai fait beaucoup de natation. C'est un sport que j'avais pas choisi mais que j'ai fait pour à l'époque soigner une scoliose. Donc j'ai fait 8 ans de natation aussi. Et j'ai fait un petit peu de gym artistique, que j'ai dû faire 2 ans. J'ai fait un peu de danse classique, mais pareil, ça c'était pas du tout mon truc non plus. Donc je suis vraiment restée au tennis. Et puis plus tard, mais là c'est quand j'ai eu 20 ans, je suis vraiment partie sur l'art martial, qui moi m'attirait depuis très longtemps. Donc là c'est vraiment un sport que j'avais choisi. Et le karaté, j'en ai fait pendant 8 ans aussi à haut niveau. Et jusqu'à ce que je puisse plus à cause de la maladie. Mais voilà, le sport a fait partie vraiment intégrante de ma vie. Et quelles valeurs et bénéfices d'ailleurs ce sport porte-t-il que l'on soit en situation de handicap ou non ? Moi je trouve que le sport c'est quand même un vecteur de socialisation, quand même de rencontres, d'insertion aussi, de trouver sa place, trouver confiance en soi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'objectifs dans le sport. Il y a aussi l'entretien du corps, forcément, la santé. Mais moi, je pense que ça a été vraiment un domaine qui m'a permis de m'évader, tout simplement, de m'évader et puis de trouver des amitiés aussi, qui m'ont beaucoup servi aussi par la suite. Trouver confiance en moi et puis expérimenter mon corps aussi, que ce soit en étant enfant, on fait aussi de l'expérience de son corps, être à l'aise avec son corps. Je pense que ça aide beaucoup de faire du sport dès le plus jeune âge. Et à partir de quel moment la maladie est arrivée ? La maladie, elle est arrivée à l'adolescence, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de recherche. On a mis les premiers symptômes sur le dos de la scoliose. Et donc, du coup, j'ai passé, on va dire, de 14 ans à 22 ans, sans savoir que j'étais porteuse d'une maladie qui atteignait les muscles. Et c'est quand j'ai commencé en fait le karaté qu'on a dû faire une biopsie du muscle du bras parce que j'avais certains mouvements qui m'étaient compliqués. Et c'est là que le diagnostic est tombé. Donc grâce au karaté, en fait, on a découvert ma maladie. Donc j'avais 22 ans. 22 ans, parce que j'allais vous demander dans la continuité de ma question ce que vous en aviez compris. Mais finalement, vous venez d'y répondre, c'est-à-dire que ça a été graduel. Au début, vous ne saviez pas trop. Et c'est à 22 ans vraiment que vous avez... Oui, on a mis le nom sur ce qui m'arrivait. J'ai pu comprendre pourquoi certains mouvements étaient compliqués avec mes bras. L'annonce de la maladie, pour moi, n'a pas forcément été un électrochoc. Ça a plus été l'électrochoc pour ma mère, qui a appris en même temps que moi qu'elle était porteuse du gène. Et qui pour elle, la maladie est arrivée très tard, donc elle avait 58 ans on va dire, donc elle a appris malheureusement en même temps que moi qu'elle était malade, mais à l'époque elle avait quasiment aucun symptôme, donc l'électrochoc a été plus pour ma mère où ça a été très compliqué pour elle. Parce que c'est une maladie qui se transmet. Oui, qui se transmet, oui. Et d'ailleurs, peut-on décrire, si possible, parce que comme vous me le disiez en off de cette interview, il y a plusieurs formes de maladies. En tous les cas, pour votre myopathie à vous, peut-on la décrire et décrire son évolution, si évolution il y aura ? Alors moi, c'est une myopathie qui touche principalement 3 groupes musculaires, la face et toute la région scapulaire. C'est une maladie qui s'appelle la myopathie facio-scapulo-humérale, avec une prédominance donc du coup sur le haut du corps. Mais malheureusement, ça atteint tout le corps forcément parce qu'il y a des muscles partout.
À l'époque, on savait même pas me dire si mes jambes seraient atteintes. Finalement, j'ai les jambes aussi d'atteinte, puisque maintenant je suis en fauteuil roulant totalement, quasiment depuis 2017. Voilà, donc des difficultés, il y en a quasiment tous les ans, puisque la fibre musculaire meurt année après année. Que je fasse du sport ou pas, mais ça on me l'avait toujours dit, les médecins m'ont toujours dit ce qui doit arriver arrivera, que vous fassiez du sport ou pas. Ce qui est, je pense, une bonne chose, le fait d'avoir continué du sport, je pense que c'est une bonne chose, ce qui m'a permis d'entretenir le capital musculaire restant, ce qui fait que quand les muscles se sont mis à être atteints, j'avais des très bons muscles qui ont pu prendre le relais sur les muscles malades. Pour ça, le cerveau est très fort, il crée d'autres connexions, d'autres synapses. Donc voilà, et je sais pas jusqu'où la maladie évoluera, mais en tout cas, elle évolue encore, de toute façon. Jusqu'où, je sais pas. Et donc en fait, vous l'avez appris quand vous étiez jeune femme, donc vous quittiez l'adolescence. Est-ce que, comme vous le disiez, ça n'a pas été un électrochoc au départ, mais arrivé à 30 ans, quelles ont été les étapes d'acceptation? Est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce que vous avez été à un moment donné quand même dans la colère, voire le déni? La colère sûrement, même si j'en ai peu conscience, mais je pense. Après, l'acceptation, elle a été difficile pour moi, surtout le passage où j'ai eu mes jambes d'atteinte, en fait, où je me suis mis à plus pouvoir courir, où j'avais très peu d'équilibre. À l'époque, j'habitais sur Paris, je pouvais tomber tous les jours. J'avais les genoux en sang, enfin, c'était très très compliqué. Les gens qui se retournent sur vous parce que vous avez une démarche bizarre. Donc le regard des gens est très compliqué. Sur des malmarchants, je trouve que le regard des gens il est moins compliqué à appréhender lorsque vous êtes en fauteuil roulant, parce qu'on a plus l'habitude de voir des gens en fauteuil que des gens qui ont une démarche particulière. Voilà, atypique. Donc pour moi, l'acceptation elle était difficile. Déjà parce que je me voyais diminuer. J'avais le regard des gens sur moi qui était compliqué parce qu'en tant que, comme vous dites, en tant que femme, ma féminité aussi qui était en construction, finalement, je perdais confiance en moi. J'ai eu une période où j'avais du mal même à sortir de chez moi, ne serait-ce que pour aller à la boulangerie du coin parce que j'avais peur de tomber en fait. Et ça, j'avais du mal à assumer. Et puis à un moment donné, je me souviens très bien, le jour où tout ça, j'ai pris prise conscience de ça. C'était sur les Champs-Élysées, où je me baladais aussi, et j'ai un homme qui s'est retourné 2 fois sur moi. Et la 3e fois, je lui ai demandé ce qu'il regardait. Et là, le monsieur s'est senti gêné, et il m'a dit rien de particulier. Je lui ai dit alors continuez votre chemin, qu'est-ce que vous regardez? Et là, c'est lui qui s'est senti gêné. Et là, je me suis dit à partir de ce moment-là, plus personne va m'empêcher de faire ce dont j'ai envie. À partir de ce moment-là, le regard des autres est devenu moins douloureux. Moins douloureux. Et en fait, après, c'était plus mes amis avec qui je me baladais qui étaient gênés par le regard qu'on portait sur moi. Mais moi, je m'en apercevais plus. C'était terminé à partir de ce jour-là. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Je marche, j'ai une démarche atypique. Effectivement, je tombe. Voilà. Mais parce que ça, c'est un autre combat qu'on doit mener finalement. Oui. Il y a celui de la maladie où matériellement, en tous les cas physiquement, on doit vivre avec, mais il y a aussi tout l'aspect moral qu'on ne voit pas suffisamment, où en fait le quotidien c'est se battre pour s'accepter, pour accepter le regard des gens, j'imagine, et pour vivre avec tout simplement. Oui. Enfin, tout le simplement. Combat, je pense que de toute façon c'est plus contre soi-même qu'on le mène de toute façon, parce que si vous avez une bonne vision de vous-même, si vous portez un beau regard sur vous, rempli d'amour, forcément les gens portent un autre regard aussi sur vous. Je pense qu'à l'époque, j'étais tellement en colère, j'étais tellement mal par rapport à ce qui m'arrivait que forcément les gens pouvaient que se retourner, que rire, que voilà, c'est tout. Je pense que le travail, il est vraiment déjà, c'est à soi de le faire en fait, ce travail-là. Et maintenant que vous avez fait justement beaucoup de travail sur vous, quel mot diriez-vous à la Sophie qui apprend la maladie, en tous les cas qui évolue avec la maladie les premières années où elle l'apprend, avec tout le recul que vous avez? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va pas être facile tous les jours, mais tu vas y arriver parce que tu es quelqu'un de fort. Et d'ailleurs, à partir de quel moment, comme on parlait de colère et de déni tout à l'heure, à partir de quand la résilience a-t-elle commencé? Et je me demande d'ailleurs si... est-ce qu'elle s'arrête un jour finalement la résilience, ou est-ce que c'est quelque chose quand même qu'on doit cultiver pour être résilient au quotidien? Je pense que c'est une force qu'on doit avoir en soi, je pense déjà,
Après, je pense que la résilience, elle se cultive au fur et à mesure des épreuves, je pense. Donc pour moi, elle a commencé relativement tôt parce que j'ai pas eu une enfance non plus facile. Donc j'ai dû être résiliente assez rapidement. Mais le sport m'a beaucoup aidée. Le sport et le chant. Et je souhaite savoir aussi si on porte le poids de la souffrance vis-à-vis de son entourage. Alors là, c'est particulier parce que vous me disiez qu'en plus, votre maman a pris la maladie à peu près au même moment. Donc comment on soutient des personnes quand soi-même, on doit gérer la douleur? Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que vous l'avez fait et comment vous l'avez géré? Après, moi, j'ai dû gérer la maladie comme je pouvais. Dans la famille, c'est très tabou. Très tabou. Donc en fait, finalement, on parlait pas de la maladie. On parlait pas de ce que je ressentais. Donc tout ça, toutes ces questions-là, j'ai dû les gérer moi-même. En fait. Il y avait une espèce peut-être de souffrance aussi qui fait qu'en parler, c'était alors, soit aussi la souffrance, accepter la maladie. Ou soit aussi peut-être une espèce de honte aussi. Parce que je suis arrivée, c'est vrai, après 3 fausses couches de ma maman. Donc j'étais un bébé vraiment fantasmé, rêvé, peut-être même un peu trop. Ce qui fait que la maladie vient un peu comme quelque chose qui vient enrayer la belle image. Donc forcément, on n'en parlait pas. Parce que peut-être une espèce de honte peut-être aussi. Mmh. Ouais. Et ça, oui, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Oui. Quelle jeune femme, en fait, ça a donné quelle femme, d'ailleurs, vous projetez que vous auriez pu être sans la maladie et celle, finalement, que ça a créée? Je pense que sans la maladie, j'étais quelqu'un déjà de très dynamique, très joyeux, entouré de beaucoup d'amis. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup partager. Je pense que si j'avais été valide, j'aurais fait des choses un peu hors normes. J'aimais beaucoup l'escalade, j'aimais beaucoup la randonnée en montagne. J'aurais fait des choses un peu folles en fait. Je serais partie à l'autre bout du monde. Je pense faire des choses, des défis. Je pense que j'aurais aimé faire des choses comme ça. Après. Maintenant, je pense que la femme que je suis, elle est restée quand même cette femme dynamique, cette femme sportive, cette femme qui se lance des challenges. Mais on va dire que c'est des challenges qui restent encore à ma portée, on va dire. C'est pas des choses non plus impossibles. Mais c'est un mental ou en tous les cas un tempérament qui a forcément aidé et qui aide à vivre avec la maladie. Oui. À quel projet une telle maladie met-elle fin en fait? Comment on s'entoure aussi pour faire face à ce qu'on ne pourra pas concrétiser? Moi j'ai fait le deuil un peu de continuer en fait à faire de la randonnée en montagne, ce que j'aimais beaucoup. J'ai fait le deuil, de faire le tour du Mont Blanc avec mon sac à dos. J'ai fait le deuil, de choses un peu physiques, on va dire. Et c'est vraiment une fois de plus le sport, qui oui, vous anime. C'est le sport qui m'anime et les défis sportifs en fait. J'ai fait le deuil aussi de mon corps athlétique. Athlétique, oui. Ça, c'est très très compliqué pour moi d'avoir ce corps qui change d'année en année, que je dois accepter. Je ne reconnais plus mon corps. Et en tant que femme, on fait pas aussi quelque part le deuil d'une vie de couple normale entre guillemets, même si j'aime pas le terme, ou est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a pas particulièrement Non, c'est pas un deuil que j'ai dû faire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi je suis pas en couple, mais c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je ne suis pas en couple, ça n'a rien à voir. C'est juste que le destin ne m'a pas fait encore rencontrer l'homme qui me correspondait. Et que vous n'en avez peut-être pas envie, vous êtes peut-être aussi bien... J'en ai envie, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Faut peut-être que j'évolue encore, mais je sais qu'il est là, tout proche. Et le jour où on se rencontrera, ça sera une super rencontre aussi. Mais c'est pas lié à mon handicap du tout, c'est juste lié à ma vie. Voilà, c'est juste lié à la vie, au destin. Et du coup, où avez-vous puisé les forces en fait nécessaires pour vivre avec cette partenaire? On dit, vous avez le mental, ça on l'a bien compris, que vous avez développé depuis toute petite. Finalement, quelles ont été vos ressources? Est-ce que ça a été des amis? Comment aussi ont réagi vos parents? Est-ce que vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais quel soutien vous avez eu aussi en dehors de votre force mentale? Quel soutien vous avez eu pour affronter tout ça? Je pense que j'ai toujours fait des belles rencontres en fait. J'ai eu vraiment de belles amitiés qui m'ont toujours aidé aussi à
à surpasser toutes ces épreuves aussi. Et puis le sport m'a beaucoup aidé aussi, hein, forcément, de voyager dans toute l'Europe, de rencontrer différentes cultures aussi, différents joueurs, des gens aussi avec des handicaps très différents aussi, ou qui ont une joie de vivre aussi qui sert d'exemple, hein, aussi, tout simplement. L'art m'a beaucoup aidé aussi, l'écriture, le chant. Donc voilà, tout ça, ce sont des outils qui m'ont permis aussi, d'avoir une forme de résilience et d'en faire quelque chose de beau, en fait, de toutes les expériences pas faciles à vivre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on voit le combat physique que mènent les personnes handicapées, mais moralement, parfois, on ne voit pas tout ce que ça induit. Il y a des choses qui nous paraissent anodines, mais qui relèvent vraiment d'une force du mental tous les jours, enfin la force mentale tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus douloureux au quotidien, mais moralement, pas nécessairement physiquement, mais on parlait d'accepter tout à l'heure des projets non atteints, mais qu'est-ce qui moralement fait du mal ? Des fois, ce qui peut faire du mal, c'est l'envie de quelque chose et on se heurte à un manque d'accessibilité, par exemple. On peut se heurter à ça, hein. C'est parce qu'en fait, la vie en fauteuil roulant, on n'a plus le droit à l'imprévu, en fait, hein. On peut pas se dire, tiens, demain, je prends le train pour aller là. Non. Tout doit être programmé. Tout est programmé, parce que même pour prendre le train, l'assistance, il faut la programmer au moins un minimum 48 heures avant. Donc on peut plus partir sur un coup de tête, tout doit être organisé. On va dans un nouveau restaurant, faut quand même appeler pour savoir si c'est bien accessible. Enfin, il n'y a pas d'imprévu. Mais finalement, j'ai pas l'impression que ce soit une douleur, parce que j'ai l'impression, comme vous êtes résiliente et quand on échange avec vous, vous êtes quelqu'un de plutôt souriant et qui va de l'avant. Donc finalement, vous vivez avec, en fait. Oui, je vis avec, mais des fois c'est quand même un peu prenant au niveau énergétique, au niveau énergie. D'accepter tout ça à chaque fois. Oui, parce qu'on a l'impression de mener des combats qu'on ne devrait pas mener, en fait. Et c'est vraiment de la mauvaise énergie des fois, parfois. Et d'ailleurs, c'est quoi les petites victoires du quotidien qui vous rappellent que vous êtes alors c'est peut-être cliché de dire ça, mais plus forte que la maladie, en fait, qui font même peut-être oublier cette dernière? Moi, ce qui me rend fière quand même, c'est que j'ai toujours gardé mon identité. C'est-à-dire que j'ai toujours fait le métier que je voulais faire. Je suis restée la femme sportive que j'étais. Parfois, mes amis, quand ils se déplacent avec moi, en fait, ils me disent qu'ils voient même plus le handicap. Enfin, voilà, on en oublie, en fait, le handicap. Voilà, parce que je mène une vie la plus normale possible et je fais les choses, qui me tiennent à cœur, même si ça demande de l'organisation, ou de l'aménagement. Mais c'est vrai que quand on est à côté, on a tendance, comme vous avez une belle énergie, comme vous le disiez, on a tendance à oublier, ou en tous les cas à ne pas spécialement faire attention au fauteuil et à la maladie, même si c'est bien là. Est-ce que vous avez à cœur aussi de transmettre et d'utiliser votre parcours pour donner de l'espoir aux personnes atteintes de myopathie ou d'une autre maladie, pour montrer que des choses sont possibles? Oui, j'aime beaucoup partager. Déjà en tant que sportive, je suis souvent invitée dans les écoles à partager avec les enfants, dans les entreprises aussi, surtout pour la journée de la femme. Souvent, je suis invitée aussi à témoigner de mon parcours. C'est vrai que j'aime beaucoup échanger, même avec les enfants, sur la notion de la différence, du handicap, la tolérance. La tolérance, d'accepter l'autre tel qu'il est. Souvent, j'aime bien poser la question aux enfants, de leur demander si une femme obèse est une femme handicapée ou pas, selon eux. Souvent, ils me disent non. Mais moi, je leur dis, vous pensez que la société est faite pour les gens obèses? Le regard des gens sur ces personnes-là, est-ce que tout est bien adapté pour elles? Et là, non, pas trop. Donc en fait, je leur dis, quelqu'un même qui naît avec une tache de vin sur le visage, est-ce que pour eux, il est bien accepté aussi, ou est-ce que c'est une forme de handicap ou de discrimination? Et souvent, les enfants, ça les fait réfléchir sur la notion du handicap. Le handicap, c'est pas juste le fauteuil roulant. Ça peut être plein de notions différentes. Tout à fait, il y a des handicaps invisibles aussi. Vous parlez des enfants, vous avez une carrière d'éducatrice spécialisée. Alors aujourd'hui, vous êtes art thérapeute et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que la Sophie, de toute façon, porteuse de handicap, elle aurait fait cette carrière ou pas forcément? Pas spécialement, parce que ce métier, je l'ai choisi très tôt. Après, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'avais plus envie de faire une carrière de chanteuse. Mais bon, mes parents m'ont dit chanteur, c'est pas un métier. Bon, alors donc je suis partie sur autre chose. Mais comme je vous disais, dès l'âge de 8 ans, j'étais animée par l'envie de m'occuper d'enfants. De toute façon, ça a été très tôt aussi dans ma vie. Donc je pense que finalement, mon chemin,
il était plutôt là. Donc là, déjà, il n'y a pas eu de frustration. Non. C'est-à-dire que niveau professionnel, vous vous êtes épanoui. Toujours avec ce mental qu'on reconnaît, parce qu'une éducatrice spécialisée n'est pas amenée, à un quotidien aussi un peu dur. Il faut être solide. Donc finalement, toutes les ressources que vous avez utilisées, vous, en tant que femme et aussi femme porteuse de handicap, vous l'avez aussi peut-être mis au service de votre profession. Oui, et puis tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire le sport, l'art, pour vraiment se sortir des fois d'une enfance compliquée. Je l'ai aussi transmis aux enfants dont j'avais la charge. Pour moi, c'était très important, ces enfants qui sont, parce que j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, donc les enfants qui relevaient de la protection pour cause de maltraitance ou carence éducative, affective, qui parfois étaient aussi en échec scolaire ou qui étaient parfois très en colère contre leur situation. Je les amenais à faire du sport ou à trouver leur voie aussi dans l'art, à travers le théâtre ou autre. Pour moi, c'était très très important qu'ils trouvent au moins un domaine dans lequel ils puissent s'exprimer, dans lequel ils puissent être valorisés, pour que après l'école puisse aussi avoir un autre parcours que l'échec scolaire, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre activité d'art thérapeute que vous menez depuis peu? Je suis art thérapeute depuis 2010. Donc j'ai essentiellement travaillé dans la maison d'enfants pour laquelle j'étais éducatrice spécialisée. La place a été un petit peu compliquée au début, parce que quand vous venez d'un poste d'éducateur spécialisé, de passer dans le poste de thérapeute, forcément vous n'êtes pas très légitime au départ, malheureusement. Mais au fur et à mesure des résultats que je pouvais obtenir auprès des enfants, j'ai eu de la légitimité auprès de mes collègues, et ça m'a fait très plaisir. J'étais vraiment insérée dans l'équipe thérapeutique auprès des psychologues, et de plus en plus ensuite. Et puis jusqu'en juillet, donc c'est tout récent, à juillet 2024, où j'ai été licenciée suite à ma demande, parce que ma santé me permettait plus de faire un aller-retour sur Paris une fois par semaine. C'était trop fatigant pour moi. Donc du coup j'ai été licenciée, mais j'ai su rebondir encore une fois en créant ma micro-entreprise en tant que thérapeute. Et maintenant j'ai envie de me consacrer pleinement à cette activité-là, proposant vraiment des prises en charge thérapeutiques à la fois pour les enfants, pour les adultes, en individuel ou ça peut être intrafamilial ou en groupe. Proposer mes services vraiment dans plein de domaines différents. Ça peut être en centre de rééducation aussi, ça peut être auprès des entreprises, ça peut être en individuel, dans le privé aussi bien sûr. Et j'ai envie de voyager aussi avec mon métier, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me cantonner à l'Oise ou à l'Île-de-France. J'ai vraiment envie de voyager aussi avec ça. C'est un métier un peu passion aussi, en fait. Oui. Il y a le tennis, il y a votre métier. Et pour terminer avec cette partie 1, est-ce que la Sophie d'aujourd'hui, elle peut dire qu'elle est heureuse, ou a-t-elle encore un peu de parcours à faire pour se dire pleinement ancrée? Moi, je dois dire que je suis heureuse. Tous les jours. Parfait. Tous les jours, je suis heureuse. Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions pour cette première partie, Sophie. Place à la deuxième partie. Je vous invite à poursuivre l'écoute en partie 2, puis 3.